madame, je vous laisse vous présenter. D'accord. Donc, Révia Bessonnier, donc je suis la directrice de l'UDAF des Bouches-du-Rhône, donc l'Union départementale des associations familiales. Donc, la même fonction que ma collègue qui est sur le bar. Effectivement, l'UDAF des Bouches-du-Rhône est connu pour quoi, à votre avis? Vous avez dû entendre parler de l'UDAF, et on dit, ah oui, l'UDAF, service de protection juridique. Or, ce n'est pas la principale mission des UDAF. On est connu comme ça, mais ce n'est pas notre mission principale. On a une mission principale, c'est de représenter les familles et de porter la voix des familles. Et donc, pourquoi petit à petit les UDAF ont été repérés comme étant des services de protection juridique? Parce que lorsque, comme a dit ma collègue, la moitié des personnes sous tutelle ne sont pas confiées à la famille, eh bien, le législateur a dit qu'il faudrait trouver quel autre tiers peut être légitime à s'occuper de personnes sous tutelle. Et alors, qui mieux placé ou aussi bien placé que les UDAF pour prendre le relais de la famille lorsque la famille ne le peut pas. Voilà un petit peu l'historique de la présence assez massive des services de tutelle dans les UDAF. Il y a 100 UDAF en France, donc une UDAF par département, avec une tête de réseau qui s'appelle l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Et donc vous retrouvez dans la plupart des UDAF donc des services importants de tutelle. Mais en fait, qui est un complément par rapport à la mission principale aujourd'hui, qui est de représenter l'ensemble des familles des départements. Donc moi, je suis heureuse d'être avec vous. Effectivement, comme disait M. Palarmiti, c'est très enrichissant tout ce que nous entendons depuis ce matin. On se nourrit énormément. Et je suis d'autant plus intéressée et ravie d'être là avec vous, puisque je passe une ancienne casquette d'enseignant-chercheur, où on me dit ouais, tout ça, tout ce que tu dis, c'est théorique. Et là, on me donne la casquette de professionnel. Alors, je ne peux que vous dire que je suis ravie, puisque aux yeux de certains, le fait d'être professionnel, ça a un aspect assez positif. Alors, après cette petite introduction, pour parler du cas, moi, effectivement, on n'a pas tous les éléments, parce que vous avez vu qu'on ne peut pas résumer la vie d'une personne qui est concernée, c'est M. B, mais bon, on pourrait l'appeler Bertrand, pour lui donner encore plus l'apparence d'une personne, plutôt que d'une lettre de l'alphabet. Donc, voilà, Bertrand, il est ce qu'il est, donc on ne peut pas le résumer en 2 pages de cas. Mais moi, je vois trois dimensions, 3 approches de ce cas. Tout d'abord, comme le disait notre philosophe ce matin, il y a un socle minimum, c'est le respect de la loi, du droit. Et là, le droit, visiblement, d'après les éléments que nous avons, peut-être qu'il y a encore d'autres éléments qui ne sont pas inscrits dans le cas, visiblement, la loi n'est pas respectée. Notamment, la loi du 5 mars 2007 nous dit la résidence principale de la personne protégée, eh bien, c'est un élément important où il faut avoir l'avis, le consentement de la personne. On ne peut pas décider pour la personne de la mettre en institution, on ne peut pas la mettre dans une autre maison et on peut encore moins vendre sa maison. Ça, c'est la loi qui le dit. Et la loi insiste fortement. Elle insiste fortement dans un aspect très général l'aspect général qui revient systématiquement, c'est de dire on met la personne au centre du dispositif, au centre de la mesure. Si on la met au centre, c'est encore plus important de la mettre au centre quand il s'agit de sa maison. D'accord ? Et là, on voit que la fille et les enfants, imaginez-vous, hein, moi je serais une fille, vous les messieurs, les fils, et bien vous ne pouvez pas choisir à la place de vos parents de la mettre en institution si vous n'avez pas demandé son avis. Voilà. Après, on suit son avis ou pas, mais il faut au moins entendre l'avis de la personne. D'une part, et par ailleurs, c'est pas ni à l'enfant, ni au mandataire judiciaire, hein, puisque le délégué à la tutelle ou le curateur a changé de nom avec la loi de mars 2007. On ne les appelle plus les délégués à la tutelle ou les délégués curateurs, mais on les appelle mandataires à la protection des majeurs. Donc le mandataire n'a pas aussi le tout pouvoir de décider du logement de la personne aussi.
le mandataire a une obligation de service, c'est-à-dire d'entendre la personne et les arguments de la personne aussi, et de reporter ça au juge. Et c'est le juge qui va, de manière, en toute connaissance de cause, eh bien, voir ce qui est le mieux et décider pour la personne. Par ailleurs, toujours dans le premier aspect de ce cas, la première dimension que je vois dans ce cas, qui est donc le respect de la loi, la personne est en mesure de curatelle. Quand on est en mesure de curatelle, on ne fait pas à la place de la personne, on l'assiste, on ne la représente même pas. Donc on a encore moins à se prononcer à sa place. D'accord ? Et donc souvent il y a des confusions par rapport à ça. La personne est en curatelle, elle peut faire vraiment ce qu'elle veut. Si le juge a décidé que la personne est en curatelle, c'est l'idée de proportionnalité des mesures. Hein. Pourquoi la loi dit que la mesure doit être proportionnelle à quoi ? Eh bien, à la situation de la personne. Donc on ne peut pas faire dans la pratique ce qu'on pratique pour une tutelle, alors que la personne est placée en curatelle. Donc là, on risque beaucoup de choses, notamment de lui enlever des capacités. Alors que la personne fait beaucoup de choses. Là, le mandataire ou le fils là, qui est désigné mandataire, il ne peut que assister Bernard. Il ne peut pas faire sa place. Voilà. C'est la difficulté de voir le moulon de départ. C'est Bibi. Qui est le fils? Qui est le père? Alors, Bernard qui arrive. Ce qu'il va voir aussi, si par exemple les enfants se répartissent le travail, la loi dit, eh bien, elle a assoupli un certain nombre de choses, elle a rajouté des outils en disant, eh bien, on peut séparer la mesure, on peut la décortiquer, on peut dire, tiens, on va désigner une personne, le fils ou une personne tiers, qui va s'occuper des biens de la personne, son logement, son patrimoine, ses revenus, et puis on va désigner une autre personne qui va s'occuper de la personne. Donc c'est la curatelle au bien ou la curatelle à la personne. Donc on peut instituer et réglementer, entre guillemets, le rôle du fils et de la fille. Parce que là, la fille, elle a un rôle, mais qui est inscrit nulle part, qui n'est pas réglementé, qui est vide, quoi, en fait. Alors, théoriquement, elle ne devrait pas avoir de rôle dans la gestion quotidienne de la personne. Elle s'octroie une espèce de droit. Voilà. Donc ça c'est inscrit dans la loi. Vous comprenez ? Par ailleurs, ce qu'il y a aussi dans la loi, c'est que les biens de la personne, tant que la personne, en plus elle est en curatelle, c'est d'autant plus vrai, on ne peut pas récupérer ses biens. Pourquoi la fille récupère les biens et les objets, c'était biens et objets, qui se trouvent dans la maison? Elle n'est pas morte, la personne. Bertrand ou Bernard n'est pas mort. Donc, voilà. Donc là, la loi est claire aussi. On ne peut pas récupérer les biens qui appartiennent à la personne. Ensuite, ce que dit aussi la loi, c'est qu'elle a encore rajouté des outils, c'est qu'on peut être tuteur ou curateur, et puis elle a proposé le fait d'être subrogé tuteur ou subrogé curateur. C'est-à-dire que, par exemple, le juge peut dire, bon, pour tout ce qui est bien de la personne, pour tout ce qui concerne le patrimoine de la personne, on va confier ça à un curateur professionnel, un tiers externe, et par contre, pour tout ce qui concerne le quotidien de la personne, ce que fait la fille, par exemple, non, je me trompe, excusez-moi. Et on peut confier la même tâche, pardon, pour la gestion des revenus, gestion du patrimoine, etc., à un subrogé curateur qui est là pour soutenir et voir ce qui est fait réellement. À la fin du cas, la personne dit voilà, mon frère, il donne tous les comptes, il fait les rapports financiers, etc. Mais bon, il envoie ça au juge, mais bon, la loi propose un outil, c'est le subrogé curateur. Le subrogé curateur, c'est un peu l'aide ou le soutien au curateur proprement dit. D'accord ? Donc il y a énormément d'éléments dedans dans la loi qui permettent de cadrer les choses. Et en fait, en cadrant les choses, ça enlève tout ce qui est suspicion, ça enlève tout ce qui est... on ne sait pas comment faire, alors que la loi le dit, on n'a qu'à s'en rapprocher à la loi. Voilà, et en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a par rapport à ce cas-là,
c'est que visiblement, si la personne est en curatelle ou avant qu'elle soit mise sous mesure de protection, il y a un instrument aussi qui a été mis en place avec la loi nouvelle, c'est le mandat de protection future. Donc avant de mettre la personne sous protection, on pourrait étudier le cas de la personne et dire voilà, visiblement la santé se dégrade ou elle risque de se dégrader encore davantage, pourquoi ne pas réfléchir à ce que peut apporter un mandat de protection future. Ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension du cas que je vois, c'est la question du temps. Vous avez vu qu'il y a deux temps, grosso modo, dans ce cas. Il y a le temps de l'urgence, la personne elle est tombée, elle s'est cassée les côtes, et donc là, il faut réagir, c'est une question de survie, voire de non-assistance à la personne âgée, si on va aller très vite. Mais bon, là, effectivement, qu'on prenne en charge et qu'on fasse des choses pour la personne, bon, l'urgence explique les actions menées. Par contre, après, sur la mesure de protection ou sur la vente de la maison, ce qui est l'urgence, ou la mise en maison de retraite, là, peut-être qu'il y a des étapes, il y a des gradations à analyser et à examiner. Donc là, on n'a pas tous les éléments du cas, mais je pense que la dimension du temps temporel, elle est importante. Notamment pour distinguer les besoins urgents et les souhaits ou les envies ou les aspirations de la personne qui sont à plus long terme. Je vais aller vite sur la troisième dimension, qui sont les conséquences de ce cas. Quelles conséquences on peut voir de tout ce qui est fait et de tout ce qui se passe à la fois pour la personne et pour la famille. Pour la personne, on voit que le risque, il y a des risques. Le risque, c'est de faire en sorte et de favoriser la baisse de capacité de la personne, qu'elle perde encore plus vite son autonomie. Et Fabienne, elle se bat bien pour ça, parce qu'elle a envie, au contraire, que de maintenir au maximum à la fois sa motivation et son autonomie. Le risque aussi, on le voit, la personne, elle ne voit plus sa compagne. Alors, la fille dit, elle est soupçonnée de détournement d'argent, etc. Ça, c'est des dires, mais on n'a pas des choses factuelles dans le cas. Alors, on ne nous dit pas, 1000 euros ont été sortis du compte tel jour. Ça, on ne sait pas. D'accord? Donc, on n'a pas des choses factuelles. Du coup, la personne se retrouve séparée de la compagne, alors que peut-être ça lui était utile, ça lui était nécessaire affectivement et relationnellement. Donc du coup, il ne voit plus sa compagne. Bon, donc là, il y a un risque affectif et relationnel. Il y a un autre risque, c'est que du fait des actions menées par le fils et la fille, le fils, donc, c'est situé dans la mesure de curatelle, mais vous avez compris qu'il va au-delà de la mesure de curatelle, puisqu'il fait presque de la tutelle, il fait de la tutelle, et la fille qui intervient quand même alors qu'elle n'a pas de mandat. Donc à long terme, et le troisième fils qui est complètement absent. Donc à long terme, le risque, en termes de conséquences, c'est des conflits familiaux. Parce que voilà, les choses n'ont pas été clarifiées dès le départ, et on bricole avec la mesure de protection. Un autre risque, c'est d'augmenter, les enfants voulant bien faire, c'est d'augmenter leur responsabilité, beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on leur confie comme responsabilité. Et par rapport au juge, ça peut être sanglant. Demain, si le juge va s'opposer à la vente de la maison, et si l'opposition du juge arrive après la vente, bon, ça peut être quand même très important comme sanction, parce que le juge n'aura pas donné son accord sur la vente de la maison. C'est un exemple, mais dans le cas, on le voit pas bien. Et bien évidemment, on voit bien que du point de vue de la famille, il y a un dilemme en vouloir bien faire, en voulant prendre en charge rapidement le père, et tout gérer de façon le plus pragmatique possible. Mais d'un côté, il y a les envies de la personne et son autonomie, etc., qui ne sont pas
considérés, on le voit dans le cas, sauf s'il y a d'autres éléments ailleurs, hein, qui ne sont pas considérés voilà, du point de vue de la personne. Donc voilà, deux types de risques, aussi bien pour la personne hein, que pour la famille. Ben, merci beaucoup. J'ai pointé énormément de choses, surtout sur les aspects extrêmement, purement juridiques. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur des problèmes que nous aussi on avait relevés, et on y reviendra certainement dans les échanges.